Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, mercredi 26 février 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Une nouvelle grève d'un mois en cours dans les universités publiques du Niger. Les enseignants-chercheurs exigent toujours la prise en compte de leurs revendications qui se résument notamment au règlement des droits statutaires et l'autonomie de la liberté académique. De son côté, le gouvernement reste mieux face à ces revendications. Une situation qui a duré et qui a suscité la réaction de l'ancien cadre des mouvements scolaires, à l'occurrence Ibrahim Djori, que je propose de suivre. C'est quand même une réaction de déception, d'amertume, de voir l'enseignement supérieur traîner de la boue. Dans un pays comme le nôtre qui doit en avoir plus que jamais besoin pour sortir de l'ornière. Et la déception vient d'abord de l'attitude du gouvernement lui-même, qui a l'obligation de garantir à l'ensemble des fils de ce pays, en particulier aux étudiants, une éducation supérieure de qualité. Aujourd'hui, un syndicat formule une revendication qu'il a acceptée d'abord au départ et que par la suite, pour le respect de ses propres engagements, eh bien, il fait traîner le devenir de ceux qui n'ont rien à voir pratiquement dans la boue et qu'il ne fait montre d'aucun signe de responsabilité, parce que c'est de sa responsabilité qu'il s'agit. Entre un État et un syndicat, il n'y a pas un rapport de défiance, il n'y a pas un rapport de force à établir, non. La fonction d'un syndicat est de formuler des revendications qu'il porte à la connaissance des dirigeants et les dirigeants ont l'obligation de l'écouter. L'élection est devenue un acquis, c'est un pas en avant en matière de participation de tous les acteurs de l'université à la désignation d'abord des responsables de l'université. À mon avis, c'est une revendication qui participe de la conservation d'un acquis démocratique. L'acquis démocratique est parce que le retour sur ça, à mon avis, ça s'interprète comme un recul. Et le gouvernement n'a pratiquement pas intérêt à s'entêter là-dessus. L'enjeu n'est pas autour d'élire ou ne pas élire. L'enjeu est autour de comment est-ce qu'on va instaurer une véritable discipline au niveau de l'université pour que chaque acteur joue véritablement son rôle. Et l'État lui-même qui n'investit pas dans les enseignements supérieurs, parce que le problème numéro 1 des universités, c'est un problème d'investissement. Investissement pour qu'il y ait des espaces de qualité de formation, investissement pour qu'il y ait le nombre suffisant d'enseignants-chercheurs qui offrent une formation de qualité aux étudiants. L'investissement aussi en termes de respect de normes par les enseignants eux-mêmes à respecter le temps d'enseignement, n'est-ce pas? Et le temps d'enseignement autour de leur volume horaire d'enseignement, autour de l'ensemble de leurs obligations pour que finalement un an soit égal à un an. C'est dire que quand on s'inscrit pour faire la formation de licence, on investit 3 ans, c'est ça le temps réglementaire. Au bout de 3 ans, on ait sa licence. Au bout de 5 ans, on ait son master. Et au bout de 7 ans, on ait son doctorat pour aller. Et donc 7 ans doivent égaler à 7 ans de formation. Et que les acteurs qui doivent jouer ce rôle-là, c'est d'abord l'État qui doit satisfaire ses obligations vis-à-vis des enseignants. Et maintenant, en même temps, veiller à ce que le respect de cette dimension temporelle. Cérémonie de remise officielle des infrastructures du projet de reconstruction d'un bâtiment scolaire et d'équipement ce matin à l'école primaire Amirou Ali Soumana de Goudel. Fruit de la coopération japonaise avec l'ONG APEPA, ces infrastructures visent à améliorer les conditions d'apprentissage dans cette école du premier arrondissement communal de la ville de Niamey. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de nos reporters Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Cette cérémonie solennelle restera longtemps gravée dans la mémoire collective des populations de Goudel, car marquant une action salutaire d'un des fils du terroir pour le devenir de sa communauté. Il s'agit de la mise à la disposition des scolaires de cette partie de la capitale d'un cadre propice pour leur apprentissage par l'ONG Action pour une éducation populaire et alternative APEPA à la satisfaction des différents responsables. Aujourd'hui encore, nous sommes ici réunis parce que nos amis japonais nous ont donné l'opportunité. Il va sans dire que l'acquisition de ces bâtiments aidera à réduire au minimum les problèmes de trop plein d'élèves dans cette école. Des citoyens nigériens veulent construire l'avenir, parce que celui qui construit une école, il construit l'avenir. J'ai nommé l'ONG APEPA. Et pour le peuple japonais, le peuple nigérien est reconnaissant. Quoi de plus normal pour l'ONG APEPA qui nourrit de nobles ambitions pour les populations nigériennes. Conformément à notre objectif global, lutter
contre l'analphabétisme en vue de créer les conditions d'une participation responsable et efficace des citoyens. Nous avons élaboré et validé un programme dénommé « Éduquer la base pour un développement durable dans une dynamique de partenariat social ». Ce partenariat qui a abouti à la signature d'un contrat de don entre l'ambassade du Japon et notre organisation Action pour une éducation populaire et alternative APEPA, dont nous avons signé la convention le 3 décembre 2018. Ce contrat consiste à la construction d'un bâtiment scolaire de 3 salles de classe équipées de 4 cabines de toilettes, la confection de 75 tables bancs, de 3 bureaux d'enseignants, de 3 chaises d'enseignants et de 3 armoires à l'école primaire Amirou Ali Soumana de Goudel. Des réalisations au profit des scolaires en particulier et de la communauté en général, à laquelle le représentant du diplomate japonais a demandé de faire bon usage de ces infrastructures gracieusement mises à leur disposition. Au point de vue du gouvernement du Japon, l'aménagement de l'environnement éducatif est l'un des secteurs primordiaux au développement du Niger. Après l'aboutissement du projet, je voudrais, à travers la mise en pratique de l'appropriation de toutes les populations, d'ailleurs indispensable à tout développement économique, que cette réalisation fasse l'objet d'une gestion et d'un entretien approprié afin de servir plus longtemps possible au bénéfice des populations bénéficiaires. Très satisfait de ces réalisations à l'actif de l'ONG APEPA, le directeur régional de l'enseignement primaire a pour sa part pris l'engagement de contribuer personnellement à la dotation de l'ensemble des apprenants et leurs enseignants en matériel didactique pour le reste de l'année scolaire. C'est une immense joie et fierté pour tout le monde de voir l'image de notre école transformée par ces blocs de 3 classes 4 latrines. Elle restera gravée dans la mémoire de toutes les générations qui passeront ici. De l'école Amirou Ali Soumana de Goudel, rendons-nous directement à l'hôtel Bravia de Niamey qui a servi de cadre ce matin pour la tenue de la réunion de la 15e mission conjointe des partenaires techniques et financiers du programme Kandaji. Au centre de celle-ci, la question sécuritaire et celle du développement. Ali Sissé Ibrahim et Chef Guisso pour les précisions. Cette réunion qui a regroupé les partenaires techniques et financiers du programme Kandaji a au centre de ces discussions la question de sécurité, particulièrement dans le contexte actuel où la région de Tillabéri est sujette à des attaques terroristes. Occasion pour le ministre délégué aux Finances, Mohamed Jidou, de relever le caractère inséparable de la notion de sécurité et de développement. En effet, la sécurité sans le développement ne réglera pas le problème de manque d'opportunités économiques, tandis que le développement sans la sécurité ne peut être durable. Pour protéger ses frontières et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, les autorités nigériennes ont donc décidé, et très tôt, diriger la question sécuritaire au fronton de leurs priorités. C'est dans ce cadre que son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, avait déjà donné la mesure de ses ambitions par un déploiement massif de forces aux frontières du Mali et de la Libye. C'est vous dire, mesdames et messieurs, combien est importante la question de la sécurité pour nous et combien cette réunion qui vous permet de marquer votre présence à nos côtés l'est tout autant. En ces instants critiques de la vie du barrage de Kandaji, votre présence témoigne en effet de l'intérêt que vos institutions respectives accordent à la question de la sécurité et du développement. Pour sa part, le directeur général de l'agence du barrage de Kandaji, Ahmed Harouna, a précisé le rôle essentiel de la sécurité dans la poursuite du programme Kandaji. La 15e mission conjointe va se penser essentiellement sur la question de la sécurité dans la zone du barrage et également sur la poursuite de la mise en œuvre de ce programme-là en insistant sur le plan de réinstallation des populations. Il était question quand même de parler de cette question de sécurité pour rassurer les acteurs pour que la mise en œuvre se fasse dans des conditions optimales. La sécurité, ça prend des moyens
Mais enfin, je pense que les dispositions ont été prises pour quand même assurer cette sécurité-là. C'est sûr que ça va impacter les cadences de la mise en œuvre des travaux. C'est clair, déjà nous avons noté avec le planning, l'entreprise a été quelque part un peu ralenti. Je donne un exemple, l'entreprise chinoise souhaitait même travailler la nuit, mais dans ces conditions-là, elle ne pouvait pas travailler les nuits. Donc voilà, ça aura certainement un impact sur... Mais nous travaillons à minimiser cet impact-là. Et c'est pour cela que tous les acteurs sont là, y compris l'entreprise, le bureau de contrôle, pour échanger et faire en sorte que cet impact de la sécurité n'influe pas trop la mise en œuvre du programme. Enfin, pendant les 2 jours que durera cette réunion, les points qui seront davantage analysés sont l'état de mise en œuvre des recommandations de la 14e mission conjointe de supervision des partenaires techniques et financiers, l'état de mise en œuvre du programme Kandaji et les principales contraintes et perspectives. Merci Ali Cissé Ibrahim. Parlons sécurité encore, mais cette fois dans la sécurité dans les aéroports avec les professionnels de l'aviation civile et de la sécurité de plusieurs pays africains qui sont à Niamey pour un atelier régional pour la mise en œuvre des systèmes de collecte et de traitement des données des passagers. L'ouverture de cet atelier d'une importance capitale a été présidée par le ministre nigérien des Transports, nous rapporte Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Catalyseur d'intégration régionale et moteur d'emploi, le développement du trafic aérien en Afrique de l'Ouest et du Centre représente un moteur majeur du développement économique et social pour les pays. D'où l'importance de cette rencontre des experts qui vont se pencher sur les moyens de prévention et de détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité. Ce qui réjouit à plus d'un titre l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. Cet important événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis l'année 2019, lorsque notre pays a été choisi pour accueillir cet atelier, premier du genre qui regroupe les professionnels de l'aviation civile et de la sécurité. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier l'Union européenne, l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, l'ONUDC, l'Organisation de l'aviation civile internationale, et les bureaux de lutte contre le terrorisme des Nations Unies pour les choix portés sur le Niger afin d'abriter le présent atelier qui enregistre la présence de près d'une centaine de participants venus des organisations internationales et régionales et de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Atout majeur de lutte contre l'insécurité, comme en atteste le représentant du système des Nations Unies. Le traitement des données des dossiers passagers va représenter pour vos pays respectifs un chantier majeur au cours des prochaines années et nécessiter la mise en œuvre d'infrastructures performantes tout en tenant compte du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la protection des données à caractère personnel. Cet atelier va vous permettre de mieux connaître le cadre législatif nécessaire, les aspects opérationnels de la mise en œuvre d'un système de collecte et analyse de ces données. Cette activité va répondre également aux attentes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, rétorque le ministre des Transports. Au cours de cet atelier, les professionnels de la sécurité de l'aviation civile que vous êtes auront à s'appesantir sur plusieurs points essentiels qui permettront d'améliorer le niveau de sûreté et de sécurité des aéroports de nos États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Aussi, il me plaît de souligner que les travaux porteront, comme je me suis laissé dire, les conditions nécessaires à la mise en place d'un système RPCV-PNR pour un traitement efficace des données des passagers, les capacités législatives et techniques des États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la proposition d'un appui des Nations Unies à travers son programme CT Travel pour les États qui le souhaiteraient. Le Niger s'inscrit donc dans cette démarche et encourage tous les États à mettre en place une législation adéquate permettant la mise en œuvre des résolutions 2178 de 2014 et 2396 de 2017 du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que les exigences de l'annexe 9 de l'OACI. 2 jours durant, les participants vont échanger afin de trouver la meilleure formule pouvant répondre aux enjeux sécuritaires dans le domaine de l'aviation.
Le nouveau conseiller technique au conseil de coopération de l'ambassade de France au Niger était ce matin dans le locaux de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. L'objectif de ce déplacement est d'abord de connaître le fonctionnement de l'Institut, mais aussi de marquer la relance d'une coopération entre les deux institutions. Suivez plutôt. C'est à travers un accueil empreint de chaleur et de convivialité que l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC a reçu le Conseil de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Niger. Une visite pour prendre connaissance du fonctionnement de l'Institut et lancer les bases d'un partenariat. Avant l'entame de la visite proprement dite, les visiteurs ont eu droit à une brève présentation de l'IFTIC à travers une projection sur PowerPoint. La visite guidée a marqué son début à la régie, puis à la salle de montage vidéo, en passant par celle de l'informatique, la publication assistée par ordinateur PAO, le centre de documentation, les deux studios radio pour finir dans l'amphithéâtre. Une visite jugée nécessaire par le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Niger pour diverses raisons. Il faut toujours avoir, j'allais dire, un partenariat d'excellence avec les écoles que l'on suit, et l'IFTIC en fait partie. Et puis, c'est aussi parce que nous avons dans notre dispositif le centre culturel franco-nigérien et qu'on aimerait développer des partenariats. Les outils et les personnes qui sont adéquates, j'allais dire, pour ce type d'événement. Si on peut développer ça de manière un peu régulière, j'allais dire dans une année, avoir quelques rendez-vous importants, ça serait une excellente chose pour nous et pour l'école. Déjà, vous avez un bel espace avec déjà un bel amphithéâtre qui peut justement servir à ces partenariats que nous souhaitons initier. Le directeur général de l'IFTIC n'a pas manqué de saluer l'initiative avant de livrer ses impressions. Ils ont eux-mêmes très bien apprécié l'Institut, ils ont très bien apprécié le travail qui est en train d'être abattu, mais ils ont aussi pris la hauteur des contraintes qui sont les nôtres. J'ose croire que vraiment d'ici, dans un proche avenir, les pistes de coopération que nous avons pu identifier avec eux, que ces pistes-là vont vraiment porter fruit. C'est une coopération dans le cadre de l'équipement, dans le cadre de la formation, donc des conférences, et aussi donc faire venir des experts dans divers domaines pour nous accompagner et renforcer les capacités non seulement de nos enseignants, mais également contribuer à une meilleure formation des étudiants de l'IFTIC. Prestigieux institut et unique du genre dans la formation des métiers de l'information et de la communication dans la sous-région, l'IFTIC n'est pas à sa première réception des hautes personnalités et diplomates accrédités au Niger, ce qui dénote à n'en point douter de la rigueur et le professionnalisme de son administration, valeur que l'Institut n'a fait que vendre auprès de ses différents partenaires. Ce qui nous amène à présent à notre rendez-vous hebdomadaire donc la chronique judiciaire. Cette semaine, Maître Amani Mustafa Nebi va nous éclairer sur le thème « La grâce présidentielle ». Très bonne réception. La grâce présidentielle, pour rappel, c'est une mesure que le président de la République peut, dans certaines situations, prendre afin de changer ou afin de dispenser des condamnés de l'exécution de la peine. Donc, la grâce emporte juste dispense d'exécution d'une peine prononcée légalement par une juridiction. C'est cela en fait la grâce présidentielle. Et cela signifie qu'une personne graciée reste coupable aux yeux de la loi. Aux yeux de la loi, cette personne est coupable.
mais c'est le président qui, de par son pouvoir discrétionnaire, décide de dispenser cette personne pour des raisons qu'il n'a pas à donner au public. Donc, cette mesure n'influe pas sur les réparations que la juridiction a prononcées à l'encontre de la personne. Par exemple, les frais de justice, les dommages intérêts, les amendes, ça n'influe pas. C'est juste sur la peine principale prononcée par une juridiction. Au Niger, sous la 7e République, c'est l'article 72 de la Constitution qui parle de la grâce présidentielle. Et cet article nous dit le président de la République a le droit de grâce. Cette grâce ne peut être accordée pour les crimes imprescriptibles. Donc, à lire cette disposition, toutes les fois où on ne se retrouve pas dans une situation de crime imprescriptible, eh bien, le président de la République peut décider de gracier. Les crimes imprescriptibles, c'est les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, ainsi de suite. Donc, toutes les fois où on ne se retrouve pas dans cette situation, eh bien, le président de la République, de par le pouvoir que la Constitution lui donne, il peut décider de gracier une personne. Et pour rappel, cette disposition n'a pas toujours existé comme ça. Si vous prenez par exemple la Constitution de la 4e République, la Constitution de la 5e République, la Constitution de la 6e République, la disposition existait. Par exemple, pour la 5e République, c'est l'article 55. Nous dit juste que le président de la République a le droit de grâce. C'était la même formulation sous la 5e République, à l'article 55, mais sous la 6e République, c'est l'article 60 qui parle du fait que le président de la République a le droit de grâce. Mais il n'y a pas de limite à l'époque. Mais la révolution, c'est que sous la 7e République, il y avait une limite à ne pas dépasser, qui est celle des crimes imprescriptibles. Donc, il s'agit d'un pouvoir personnel du président de la République et discrétionnaire. C'est un acte qui échappe au contrôle administratif et au contrôle judiciaire. Parce que c'est considéré comme un acte de gouvernement. Et de par la doctrine et la jurisprudence, les actes de gouvernement ne peuvent pas faire l'objet de recours. Que ce soit pour excès de pouvoir ou bien de recours en réparation. C'est des actes qui sont comme ça. Et la grâce, ça peut être collectif. Collectif parce que le président de la République peut décider de fixer juste des conditions pour accéder à cette mesure. Toutes les fois où la personne remplit ces conditions, eh bien, la personne peut bénéficier de cette mesure de grâce présidentielle. La grâce peut aussi être individuelle. Il peut décider de gracier une seule personne, nommément désignée. Donc, le domaine d'application de cette mesure, c'est un domaine très large, parce que ça s'applique aux peines principales. Par exemple, la seule limite, c'est qu'on dit il faudra que la peine soit exécutoire. Donc, c'est seulement pour les décisions devenues définitives. À entendre décision devenue définitive, une décision contre laquelle aucune voie de recours n'est autorisée. Aucune voie de recours. Ni d'appel, ni d'opposition, ni de pourvoi. Aucune voie de recours n'est autorisée. Et si vous prenez par exemple en matière pénale, lorsqu'une personne a été condamnée, la personne peut interjeter appel de cette décision dans un délai de 10 jours. Maintenant, à l'expiration de ces 10 jours, la décision est devenue définitive à son égard du fait du non-exercice de cette voie de recours. Mais là, ce qu'on doit préciser, c'est que le procureur général peut aussi interjeter appel. Mais là, c'est dans un délai de 3 mois. Je ne dis pas le procureur de la République. Lui, il a aussi son droit d'appel. Mais de l'autre côté,
le procureur général aussi, au-delà du procureur de la République, peut interjeter appel contre une décision. Mais là, c'est dans un délai de 3 mois. Donc, c'est seulement à l'expiration de ce délai de 3 mois qu'on considère que la décision est devenue définitive. Donc après, si la personne se retrouve dans les conditions prévues par le décret portant remise gracieuse des peines, eh bien la personne peut espérer d'accéder à cette mesure. Et c'est seulement aux amendes fiscales, aux droits fixés de procédure et aux dommages et intérêts que cette mesure ne peut pas s'appliquer. Comme je l'expliquais tantôt, ça a juste pour effet de dispenser la personne de l'exécution de la peine d'emprisonnement et non du paiement des dommages et intérêts et non du paiement des droits fixés de procédure. Les droits fixés de procédure, c'est tout ce qui concerne le remboursement des frais d'avocat que l'autre partie a eu à prendre, les frais d'huissier que l'autre partie a eu à débourser. Maintenant, la procédure d'obtention de la grâce. En fait, concernant la grâce, la législation au Niger n'est pas tellement développée. Donc, on se retourne dans la doctrine et dans la pratique. Parce que c'est seulement, comme je vous le disais tantôt, c'est l'article 72 de notre Constitution de la 7e République qui en parle. Donc, c'est une formule, c'est une demande écrite qui est adressée au président de la République, lui demandant de bien vouloir accéder, pour des raisons qui te sont personnelles, à t'accorder la grâce présidentielle, à t'accorder sa grâce, donc sa bénédiction de ne pas exécuter la peine. Donc, en pratique, le dossier est instruit par le parquet. Et on demande au parquet de prendre l'avis, par exemple, du président de la juridiction de la condamnation, de faire des enquêtes, de demander au procureur général de donner son avis. Après, on transmet le dossier au ministère de la Justice, qui à son tour aussi va donner un avis. Maintenant, si l'avis est favorable, on prépare déjà un projet de décret qu'on va soumettre au président de la République pour signature. Si le président estime, parce qu'il n'est pas obligé de partir dans le sens de l'avis donné par les autres. Bien que, par exemple, le ministre de la Justice estime nécessaire que cette grâce doit être accordée, il peut ne pas donner son avis. Lui, il donne un avis. Si c'est un avis favorable, il prépare déjà un projet de décret. On soumet au président de la République pour signature. S'il estime nécessaire d'accorder cette mesure de grâce, eh bien, il va apposer sa signature. Et pour rappel, ce décret est aussi contresigné par le Premier ministre et le ministre de la Justice. Donc, il s'agit d'un décret. Aucun recours n'est possible contre ce décret parce que c'est considéré comme un acte de gouvernement. Maintenant, l'exécution du décret portant remise gracieuse des peines se fait comment? Si aujourd'hui, le président de la République prend un décret, ou comme on a l'habitude de voir les décrets, on dit l'exécution sera surveillée par le ministre de la Justice. Donc, le ministre renvoie au procureur de la République, donc aux différents procureurs de la République qui ont en charge la gestion des maisons d'arrêt. Sur eux, en collaboration avec les régisseurs des maisons d'arrêt, ils vont vérifier les personnes accessibles, je dis bien accessibles à cette mesure. Parce que vous allez voir, il y a des conditions, parfois on fait des exclusions, on dit des personnes qui ne doivent pas en bénéficier, on dit des personnes qui doivent en bénéficier. Donc, lorsque le régisseur établit la liste, le régisseur soumet cette liste au procureur de la République, qui à son tour va vérifier en fonction des infractions pour lesquelles les personnes qui sont sur la liste ont été poursuivies, en fonction de leur durée, parce que parfois ça tient compte de ça, ils vont vérifier est-ce que cette personne se trouve dans les personnes bénéficiaires de cette mesure. Si c'est OK, eh bien, le procureur de la République signe l'ordre de mise en liberté provisoire. Donc, après cette mesure de vérification, si tout est OK, on signe. Maintenant, on peut se retrouver dans une situation où une personne remplit les conditions, mais ne se retrouve pas sur la liste.
quelle conduite à tenir. Tout à l'heure, j'expliquais qu'aucun recours juridictionnel n'est possible contre cet acte parce que c'est un acte de gouvernement. Et là, l'attitude à tenir, c'est d'écrire une correspondance soit au procureur de la République, soit au régisseur de la maison d'arrêt où la personne est incarcérée, pour attirer son attention sur le fait que tu remplis les conditions fixées par le décret et qu'ils ont l'obligation d'exécuter ce décret. Et l'exécution de ce décret entraîne à ce qu'on te met dedans, parce que tu remplis les conditions. Donc tu attires leur attention parce que ça peut être une omission. Et là, ils ont l'obligation de faire cette vérification, de vérifier est-ce que tu remplis les conditions. Si c'est OK, eh bien, on va te remettre dans... Parce que c'est un droit, en fait. On va te remettre dans tes droits. La grâce présidentielle a pour effet juste de dispenser le condamné d'exécuter une peine. Comme je le disais tantôt, aucunement elle n'a pour effet d'effacer une condamnation. Elle entraîne juste la non-mise à exécution d'une peine. C'est ça, en fait, l'effet principal. Elle concerne généralement les peines principales. Qu'au regard de la paupérisation de la justice, maintenant, beaucoup de victimes, particulièrement, se demandent est-ce que cette mesure de grâce est la bienvenue. Parce que imaginez, après 5 ans de procès, on se retrouve dans une situation où on dit, bon, après tout ce travail effectué, eh bien, la personne ne va pas purger sa peine. Donc, pour certaines victimes, c'est vraiment de trop. Ce qui a amené en 2008, en France, par exemple, au temps de Nicolas Sarkozy, a décidé de ne plus, d'abolir ou disons d'interdire les grâces collectives. Donc maintenant en France, depuis 2008, c'est juste les grâces individuelles. Il n'y a plus de grâces collectives. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements, surtout pour les victimes, qui dénoncent cette situation. À tort ou à raison. Parce qu'aujourd'hui, si c'est la victime, si c'est par exemple le condamné qui parle, le parent du condamné, l'ami du condamné, la femme du condamné, pour eux, la grâce, c'est une bonne chose. Parce que ça permet à ce qu'une personne ne se retrouve pas en prison. Mais si c'est la victime qui parle, ou les ayants droit de la personne décédée du fait de l'infraction qui parle, pour eux, c'est vraiment un affront. Et de l'autre côté aussi, on se retrouve dans une situation où la question peut se poser de la séparation des pouvoirs. Parce qu'il revient à l'autorité judiciaire de faire un travail. Ce travail a été effectué. Et ce travail a abouti à une décision de condamnation. Et de l'autre côté, on dit le pouvoir exécutif peut décider de dispenser les effets du travail effectué par le pouvoir judiciaire. Là, la question se pose. Est-ce que la grâce présidentielle ne va pas à l'encontre du principe sacro-saint de l'État qui est la séparation des pouvoirs? D'autres vont dire c'est du fait de sa qualité de premier magistrat, mais c'est juste un rôle protocolaire. Le président n'a pas une juridiction à lui. Le président de la République, je veux dire. C'est juste un rôle protocolaire. Il revient au judiciaire, proprement dit, de suivre ce travail. À partir de l'instruction, après un jugement, on revient avec une décision de condamnation et puis on se retrouve un beau jour avec une décision de condamnation. D'autres diront que non, c'est du fait du surpeuplement des maisons d'arrêt. Mais là, est-ce que cette question a droit de citer? Parce que si l'État décide de créer les conditions pour envoyer les gens en prison, moi je pense qu'il revient aussi à cet État de créer les conditions pour les maintenir en prison. Parce qu'il faut aussi voir de l'autre côté les victimes. Les victimes. Mais là, la question du débat, ce n'est pas cela. Pour ce qui est de la grâce proprement, si vous voyez un peu partout dans la sous-région, il y a beaucoup d'États qui tentent à accorder cette grâce. Parfois des grâces individuelles, parfois des grâces collectives.
Pour ceux qui est par exemple du Sénégal dernièrement, à l'issue du procès d'un homme politique bien connu, ils ont décidé d'accorder une remise totale des peines à Khalifa Sall, qui était le maire de Dakar, qui était poursuivi, il avait été condamné en première instance, en appel, ils ont interjeté un pourvoi, la décision était devenue définitive. Donc le président de la République avait décidé de gracier cette personne. Maintenant, en Côte d'Ivoire, entre 2010, pour Ouattara, on dit accorder la grâce présidentielle aux détenus de la crise post-électorale de 2010 à 2011. C'était des milliers de personnes qui ont été libérées. Parfois, le politique se met dans cette situation de dire que c'est une mesure qui permet d'amener la paix sociale. D'amener la paix sociale. Mais bon, parfois, on oublie la paix que les victimes, elles recherchent. C'est cela, en fait, la question. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la grâce présidentielle, c'est un pouvoir discrétionnaire du chef d'État. Il peut décider quand il veut, comment il veut, dans la limite des infractions imprescriptibles. Et j'expliquais tantôt qu'en France, depuis un certain temps, on se retrouvait dans une situation de pratiquement pas de grâce présidentielle. Parce que si vous prenez par exemple, il y a certaines statistiques qui sont là, en 2011, il y a eu juste 19 cas. Parce que depuis 2008, je disais que la grâce collective n'existait plus. Donc en 2011, il y a eu juste 19 cas de grâce présidentielle. En 2009, 28 cas. Je prends ça comme ça, pêle-mêle. En 2013, il y a 3 cas. En 2017, 0 cas. Donc c'est pour vous dire que vraiment, on est de plus en plus dans une situation où certains politiques sont plus réticents par rapport à cette mesure de grâce présidentielle, qui, pour rappel, n'efface pas une condamnation, entraîne juste la non-mise à exécution d'une peine.